Bonjour à toutes et à tous pour cette première édition de ce podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Abdé qui va se présenter succinctement et on va faire donc connaissance de cette personne que je connais depuis quelques années maintenant. Ouais, ça fait quelques années, ouais. C'est ça. Alors du coup, le concept du podcast et le thème du jour, ça va être la nutrition et la perte de gras. Et accessoirement, c'est possible, quelques anecdotes vis-à-vis de notre métier en tant que coach. Il y en a toujours des anecdotes. Donc, et Abdé, on a beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires. Ça va être plutôt marrant. Du coup, dans un premier temps, j'aimerais me présenter. Alors moi, c'est Adrien Rosati, j'ai 25 ans et je suis coach sportif en ligne. J'invite pour la première fois Abdé ici, non sans raison, en commençant par une anecdote assez importante. Donc, quand j'ai commencé, on était tous les deux au Westland du Basic Fit, et toi, tu étais déjà coach là-bas. Ouais. Et on se parlait de temps en temps parce que j'allais souvent m'entraîner. Donc, j'avais l'occasion de te croiser. Et je me souviens d'un moment important où on s'était posé à une table à l'entrée du Basic. Et tu as pris 1 heure pour me donner des conseils et m'aider à me lancer dans ce métier-là. Ce qui est quand même assez honorable parce que certaines personnes diraient oui, mais tu es en train de nourrir le début d'une concurrence. Et tu me disais, et tu avais bien raison, quand tu es à l'aise avec tes compétences et à l'aise avec ce que tu apportes comme valeur dans ton travail, ça ne dérange absolument pas de donner des conseils à d'autres personnes parce que dans tous les cas, tu ne te sens pas menacé. Tu vois, donc ça, c'est l'anecdote à laquelle je voulais commencer parce que je la trouvais assez intéressante. Mais du coup, je te laisse te présenter. Du coup, je me rappelle très bien de ce moment-là. Hein. Je me rappelle très bien, tu étais en face de moi, tu avais pris tes questions, tu m'as posé une question, j'ai répondu à toutes les questions sans que tu m'en poses d'autres. Du coup, ça, c'était sympa de voir que tu étais investi dans le truc. Donc, moi, je me suis dit, c'est pas grave, voilà, je te donne mes comment dire, voilà, je suis déjà en train de bugger, tu vois. Je suis déjà parti trop loin dans le truc. Moi, je me suis dit, mais voilà, je peux t'aider. Si je peux t'aider, vas-y. Sinon, au moins, j'aurais répondu avec le maximum d'infos possible. Et puis voilà. Donc, comme il a dit, moi, c'est Abdé. Je suis coach sportif en salle de sport depuis déjà maintenant plus ou moins 5 ans. Je suis aussi coach en ligne. Donc, il y a des gens de Bruxelles, parfois de Belgique, parfois de France aussi. J'ai déjà eu aussi parfois un peu Allemagne ou des pays un peu comme ça. Mais donc, c'est cool. Et le but ici aujourd'hui, c'est un peu de ramener un peu nos anecdotes, un peu partager notre expérience, et aussi voir un petit peu ce qui bloque un peu pour beaucoup de personnes. Moi y compris, et je pense que toi aussi, on a un peu des trucs sur lesquels parfois on n'arrive pas à passer outre. Donc je pense que cet épisode, ça va nous aider un peu pour ça. Ok, bon, on va commencer directement avec la première question qui est personnelle. Ok. Donc, comment tu en es venu à devenir coach ? Ok, ouais, là ça va. Je vais essayer de faire ça en bref. Du coup, je fais du sport depuis que j'ai 6 ans. Donc là, j'ai 31, donc ça fait 25 ans que je fais du sport. J'ai fait 12 ans de karaté, j'ai fait du basket depuis mes 14 ans. J'ai commencé le fitness parce que je pense un peu comme tout le monde, voilà, t'aimes pas trop ton corps, t'as 16-17 ans, tu dis je suis trop mince. J'ai toujours été très très mince. Il y a un moment, je me rappelle, je faisais 52 kilos pour presque 1m70, donc c'est très très mince. Et voilà, les gens se moquent de toi, tu reçois des petits trucs, des petites remarques un peu. Au début, ça te fait rien, et puis au bout d'un moment, ça te fait cogiter. Du coup, j'ai commencé un peu le sport. Et à un moment donné, pendant mes études de communication, je me suis dit, je vais pas finir derrière un bureau, même si la plupart du temps, je finis derrière un bureau pour les coachings en ligne. Mais je me suis dit, je vais allier un peu ce côté communication et le côté sport. Et en fait, je me suis dit, au bout de quelques temps, en fait, coach, c'est parfait. Ça allie les deux. Je peux aider les gens, je peux faire ce que je kiffe, le sport. Et c'est comme ça que je suis devenu coach. J'ai fait ma formation l'année du Covid. Je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, c'est le déclic. Tout est fermé, c'est le moment de faire une formation en ligne. Je voulais faire en ligne, au final, je l'ai fait en présentiel. Et c'est là que ça a démarré, quoi. Ok, du coup, tu as eu ton certificat pour pouvoir travailler c'est ça, au Basic Fit. En décembre 2020, et les salles étaient fermées à cause du confinement à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé en salle le 9 juin 2021. J'ai la date précise en tête parce que c'est le jour de la réouverture des salles. Ok, et donc tu as directement commencé au Basic Fit, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et il me semble que tu avais aussi une salle, un studio privatif dans lequel tu coachais. Ouais, c'est ça. C'est encore le cas ou pas ? Non, ça j'ai arrêté le 31 décembre de l'année dernière, quoi. Ok. Donc, pour des raisons que je voulais changer un petit peu. Donc, au bout d'un moment, quand tu fais le tour d'une salle ou d'un environnement, tu as juste envie de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Et ce que je me dis, vas-y, c'est le moment, je recommence ailleurs. Et franchement, ça fait du bien parfois, juste de changer un peu d'environnement. Et du coup, tu as fait 2-3 Basic Fit ? Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 Basic Fit et une salle privée. Et là, maintenant, c'est ma 3e salle Basic Fit. Ok. Donc, j'ai été entraîneur dans une des 3 salles Basic Fit. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Du coup, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la nutrition.
Pour toi, alors c'est une question qui devrait peut-être être posée un peu différemment, mais c'est quoi ta philosophie en matière de perte de gras? Alors le terme philosophie, pour moi, il n'est pas bon parce qu'on se base sur la science, hein, mais je pense qu'il y a aussi des aspects autour de la perte de gras qui ne sont pas forcément basés sur la science, mais plutôt sur le comportement des individus, sur l'organisation, etc. Ouais. Donc ça peut finalement fonctionner. Je te laisse m'expliquer ta méthode ou tes méthodes, et moi aussi j'ajouterai un petit peu mon parcelle. Ok, ça va. En fait, ce que je fais d'abord, c'est il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Donc déjà, les trucs de base, voilà, être en déficit calorique, etc., tout le monde le sait. On sait la différence entre un fast-food et un plat que tu as fait toi-même. On le sait très bien, ce qui est mauvais, entre guillemets, et ce qui est bon, à nouveau, entre guillemets. Mais en fait, ce que je fais, c'est que j'adapte en fonction de chacun. Donc je regarde un petit peu la personne, c'est quoi son mode de vie. Par exemple, une mère célibataire avec 2-3 enfants, bah, ça n'a pas le même rythme de vie qu'un jeune de 25 ans qui a encore aux études. Donc, il faut adapter par rapport à ça. Et en fait, le premier truc à faire, c'est qu'on change une habitude à la fois. Pas tout. Parce que sinon, tu n'y arrives pas. Donc, on regarde un petit peu. Généralement, c'est les quantités qui bloquent. C'est par exemple, tu manges des aliments sains, mais niveau quantité, c'est beaucoup trop élevé par rapport à ta dépense calorique sur ta journée. Donc, on essaie d'ajuster un petit peu par rapport à ça. Et surtout, je ne mets jamais des aliments que les gens n'aiment pas. Ça, c'est hyper important. Je demande toujours les allergies et ce qu'ils aiment bien manger. Et en fait, on reste là-dessus. Du coup, comme c'est des choses qui sont déjà connues pour toi, ces aliments que tu manges au quotidien, bah, tu n'as pas l'impression de faire des efforts. Et ça, la perception de l'effort, c'est aussi quelque chose d'important. C'est que si tu as l'impression de faire un effort, ça va te poser des problèmes après. Parce que sur le long terme, tu ne sais pas tenir. Donc c'est vraiment ça, c'est adapté à chacun. Et il n'y a pas une méthode magique pour tout le monde, c'est en fonction du profil de chacun, quoi. C'est clair. Mais du coup, pour revenir sur ce que tu as dit, il y a une chose où je dirais pas que je suis pas d'accord, mais je pense que ça a nuancé. Ok, ouais. C'est, tu m'as dit, tout le monde connaît le déficit calorique et tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Bon, pour le fait de bien manger, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'ajouter des fruits, des légumes, et encore, ça se discute, surtout dans le milieu américain où ils mangent carnivore à mort. Ouais. À mort. Mais pour ça, la majorité du temps, les gens sont d'accord. Mais pour ce qui est de la dépense calorique, pour ce qui est de l'usage des calories au quotidien, j'ai l'impression que ça reste quand même un sujet qui fait jaser. Notamment le nombre de personnes qui disent voilà, moi j'ai déjà compté mes calories, ça ne fonctionne pas, c'est pas une méthode qui est correcte. Alors que de ma vision des choses, c'est clairement de la physique, de la thermodynamique, c'est de l'énergie qui, tu vois, on ne peut pas la transformer, hein, on peut pas la créer de nulle part, sinon on n'aurait pas besoin de centrales nucléaires. Ouais, bien sûr. Ça vient de quelque part, en effet. Le problème, c'est que beaucoup de personnes testent, pensent calculer leurs calories, ils voient que ça fonctionne pas et disent bon bah du coup ça ne marche pas, c'est parce que ça n'a pas été fait correctement. Donc la règle de base pour perdre de la matière, donc, je parle même pas de gras ou de poids, juste c'est de la matière, juste perdre sur la balance, ça diminue, quoi. Ouais. Et encore finalement elle disparaît pas, elle est juste transformée. Quand on perd du gras, ça passe à travers l'air en la respiration, bien sûr. Mais ça se fait à travers un déficit calorique, c'est obligé de consommer moins d'énergie que tu en dépenses. Donc ça c'est le premier point, et je pense qu'on pourra aussi discuter un petit peu de comment tu utilises justement. Donc par exemple tu vas parler de méthodes, organisation, etc. Mais en fait c'est différentes façons de travailler pour arriver au déficit calorique. Ouais, c'est ça, ouais. Finalement. Et pour revenir à ce que tu disais, où je suis totalement d'accord avec toi, c'est sur les aliments que tu apprécies. Et de mon expérience, il y a quelques petits changements qu'on peut faire qui sont très très simples, où tu manges ce que tu aimes au quotidien, mais tu fais quelques petits ajustements pour diminuer par exemple le total de glucides ou de lipides. T'aimes les pâtes, bah, t'es pas obligé de faire 200 grammes de pâtes crues, t'en fais 100, mais t'augmentes le volume par exemple avec les légumes ou avec la sauce, et en fait tu manges le même volume alimentaire, la même taille de plat, et t'es encore plus rassasié parce qu'il y a les fibres, hein. Exactement. Et tu manges ce que t'aimes, quoi, tu vois. Et t'as moins de calories aussi. C'est ça. Non, bien sûr. Donc, mais ça te rejoint totalement. Ouais, non, mais en fait je vais même pas dire que c'est 2 points de vue différents, c'est juste on réfléchit un peu de manière différente, mais au final c'est un peu ça. Et le déficit calorique, ben, pour beaucoup de personnes, les personnes qui me disent ouais mais comptez mes calories, j'en ai marre et tout, ben, en fait je fais en sorte de leur donner une diète assez flexible, et je leur dis voilà, te casse pas la tête, calcule pas tes calories, mais t'as ça, essaie de respecter les quantités. En gros je leur dis voilà, prends autant de grammes de ci, autant de grammes de ça. Et si parfois ils me disent ouais mais j'ai pas envie de mesurer, bah si t'as pas envie de peser les choses, t'as pas envie d'avoir des facteurs que tu peux suivre, bah à un moment donné il faut bouger plus. C'est plus facile de bouger plus que de manger moins. Je pense que t'es d'accord avec moi. Tu me dis maintenant du jour au lendemain enlève un repas, ouais, je vais te dire c'est mort. Par contre si tu me dis vas-y essaie de bouger 30 minutes de plus, je vais me dire ok ça y a moyen de faire. Et en fait c'est ça un peu, c'est de trouver, à nouveau c'est une question d'équilibre. Et oui c'est sûr que certains
tu me dis d'être en déficit calorique à 1600 calories ou à 2000 calories, sachant que tu peux même être en déficit calorique à même plus de 2000 calories pour certains qui font beaucoup de sport, ben c'est ça en fait, c'est trouver cet équilibre. Donc pour beaucoup qui me disent ben je n'ai pas envie de peser, j'ai pas envie de faire ça, ben juste essayer de bouger un peu plus. Ne serait-ce que marcher 10-15 minutes par jour, faire une petite séance de sport par-ci par-là, surtout du renforcement et pas du cardio en priorité. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le piège dans lequel on tombe, on est frustré. Et ça nous bloque. Ouais, non, c'est clair. Après, personnellement, bien évidemment, je suis ouvert à la flexibilité pour tout un chacun, mais le fait de peser ses aliments, ça augmente peut-être maximum dans un repas 10 minutes, grand max. Et encore si t'as pas l'habitude. Parce qu'en vrai, moi, je le fais en 2-3 minutes à chaque fois pour... ça va vite. Ça va super vite. Mais à nouveau, c'est cette habitude que les gens doivent changer. C'est une habitude à la fois. Si du jour au lendemain, ils passent de 0 séance de sport à d'un coup 4 par semaine, plus ils doivent peser, plus ils doivent calculer les calories, tu vois, ça fait trop d'habitudes à changer. Et ça, sur le long terme, ça tient pas. Donc, à nouveau, il faut essayer de voir un petit peu. Et au final, c'est un process. Donc, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant que les gens changent complètement leur façon de voir les choses. Donc, c'est essayer de se dire, OK, cette semaine, essaie de faire une chose. Juste ça. Bouge un peu plus. Semaine d'après, essaye de peser tes aliments. OK, tu y arrives. Une fois que tu as l'habitude pendant 2-3 semaines, tu passes à une autre habitude. Et en fait, c'est ça, tu changes une habitude à la fois. Et sur le long terme, ça passe. Mais c'est sûr que si tu n'es pas en déficit calorique, même en faisant ça, c'est que tu traques mal soit tes calories, soit les quantités, soit tu bouges pas assez. Donc, ça va te bloquer. Donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, noter quelque chose, avoir des données, quoi. Et le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, elles pensent que ça va prendre beaucoup de temps. Alors qu'en vrai, tu as des applications pour ça, tu scannes, parfois s'il y a un code barre, tu scannes, boum, c'est fait assez rapidement. Mais le problème, c'est ça, c'est de se dire, les gens pensent que c'est compliqué. Alors qu'en vrai, ça prend quelques secondes, parfois 2-3 minutes en plus. Ouais. Mais à nouveau, tu dis 10 minutes pour un repas. Tu sais que pour beaucoup de personnes qui travaillent en bureau, 10 minutes pour cuisiner, c'est déjà mort. Donc, et c'est un peu le profil de personnes que j'ai, qui travaillent à la commission, au Parlement, etc. Donc, c'est des gens qui travaillent parfois des horaires jusqu'à presque minuit, quoi, en pleine semaine, et qui repartent au travail. Des cas, en effet. C'est ça. Et pour ces cas-là, travailler même un samedi, parce que j'ai des clients que j'ai eu hier, ils sont repartis au bureau après être venus le matin. Donc pour dire à quel point oui, non, c'est clair. C'est chaud. Donc... Moi, j'avais plus en tête le profil d'une personne qui peut se permettre, mais qui par flemmardise ou qui trouve une excuse finalement pour dire j'ai pas envie de peser. Après, voilà, je pense qu'il y a des ajustements qu'on peut faire, comme tu dis, avec le fait de bouger plus. Tout simplement, je dis, écoute, augmente dans ton assiette la part de légumes, mange un petit peu plus protéiné, mets un petit peu moins d'huile d'olive, genre de petits ajustements. C'est ça, Et puis tu traques par exemple le nombre de pas. Hyper simple à faire, il n'y a aucun effort à faire, t'as ton téléphone, c'est ça. C'est ça, et du coup, il y a des ajustements à faire sans forcément... mais là où je voulais en venir, je pense que c'est des bases pour moi qui sont quand même primordiales. Ouais. C'est-à-dire que si depuis tout petit, on avait ces habitudes, je dirais pas de peser ses aliments, mais par exemple, comme tu as des cours de pâtisserie, on va dire comme dans les high school aux États-Unis, où tu as l'habitude, parce qu'en pâtisserie, tu es obligé de peser tes aliments. C'est important, sinon la recette, elle foire totalement. Et du coup, ça devient quelque chose de normal en mode, ah oui, mais il y a des recettes où je pèse parce que je fais ça, tu vois, parce que la majorité des personnes, dans un monde, on va dire idéal, cuisine et ont la capacité de cuisiner et d'utiliser des produits frais et autres. Du coup, cette idée de peser ses aliments, elle serait pas si dérangeante. C'est en mode, j'ai déjà fait ça avant, pour certaines recettes ou quoi, je le referais juste de manière un peu plus récurrente pour la diète. Et là où je veux en venir, c'est que cette base, elle est hyper pratique dans le futur, parce que du coup, par après, tu as plus ou moins l'habitude de savoir, on va dire, la quantité, ça équivaut à combien de kilocales, plus ou moins les macros, et donc tu as moins besoin de te prendre la tête. Tu as même des idées de recettes type, et tu n'as même pas besoin de calculer ou de peser, ou d'avoir les macros ou les kilocales, juste parce que tu as eu cette base. C'est un peu comme en maths, hein. D'abord, on doit apprendre des bases qui sont un petit peu chiantes, mais c'est nécessaire pour la suite. Mais dans ce cas-là, faut aussi, si c'est par rapport à l'éducation, tu peux pas revenir dans le passé. Ouais, c'est clair. Par rapport à des gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans parfois et qui viennent en salle de sport, leur dire en fait, il faut recommencer ton éducation pour la nutrition. Non, ouais, c'est sûr. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je dis dans un monde idéal, quoi. Mais dans un monde, idéalement, oui, il faudrait ça. Mais du coup, ce que tu peux faire, c'est ce que je fais en tout cas en coaching, en salle de sport et en ligne, c'est expliquer aux gens qu'il n'y a pas une méthode qui fonctionne, il n'y a pas une diète qui fonctionne, il n'y a pas un régime alimentaire qui fonctionne, c'est en fonction de toi. Et oui, si maintenant, tu n'arrives pas à calculer tout ça, mange quasiment la même chose tous les jours. Et à nouveau, on est dans ce truc de prep meal, etc. Mais à nouveau, il faut de la préparation d'une manière ou d'une autre. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on essaie de trouver des solutions rapides, des solutions miracles, mais c'est pas possible. Parce que ça fonctionne, oui, sur le court terme, mais tu peux pas faire ça sur le long terme, sur quelques années, même sur quelques mois, parfois ça fonctionne pas. Donc, il faut essayer de, comme tu dis,
minimum traquer une chose, peu importe laquelle, que ce soit les pas, c'est le truc le plus facile à faire. Traquer tes pas. Et oui, t'as même pas besoin de faire des tonnes. Même au quotidien, parfois, des gens qui travaillent, tout ce qui est, je sais pas moi, qui travaillent dans des magasins, etc., parfois, ils font déjà leurs 10 000, 20 000 pas par jour. Ouais, c'est clair. Ils ont déjà leurs dépenses. Ils ont déjà leurs dépenses. Pour les ouvriers, c'est en effet pratique. C'est ça. Et parfois, en fait, ce qui coince, c'est qu'à côté, comme ils mangent pas assez en journée, c'est le soir qui craque. Généralement, c'est un peu ça pour tout le monde. C'est si t'as faim, généralement, t'as faim en fin de journée. Parce que t'as pas bien mangé le matin ou t'as pas mangé du tout, en fait, le matin. Tu te rattrapes sur le midi. Et c'est le soir où vraiment, entre 13, 14 et 18, 19, 20 heures, t'as rien mangé. Ouais, c'est vraiment le modèle classique. Tu vois, t'as des envies de sucre et tout. Et c'est ça aussi. C'est parce que t'as pas assez de manger de protéines, t'as pas assez de manger de fibres dans ta journée. Et tu pètes un câble. Du coup, puis t'as le stress qui redescend, t'as la fatigue qui augmente. Et franchement, tu rentres. Le nombre de fois où ça m'est arrivé de rentrer du sport ou du travail, il est 22h, 23h. Je crois vraiment que je vais me casser la tête à préparer des trucs. Ouais, non, c'est clair. C'est pour ça que l'organisation, c'est hyper important. Donc, soit t'avais déjà préparé un truc à l'avance et dans ton frigo, dans ton congélateur, t'as déjà ton plat, tu le sors, tu le réchauffes, tu le fais sur la poêle, micro-ondes, peu importe, c'est prêt, tu le manges, t'es tranquille. Ou alors tu te dis, faut que je prépare en avance, ou tu craques. Et généralement, c'est ça que tu fais, c'est que tu sors ton téléphone, ça va vite, boum, tu commandes. Et en fait, le temps que t'attendes ta commande, t'aurais pu cuisiner. Mais t'as pas l'énergie de cuisiner. Donc tu vois, il y a quand même des paradoxes comme ça qui se mettent en place. Ah, c'est clair, d'où trouver justement une organisation qui fonctionne pour toi. Ouais. Et des méthodes qui sont propres à tout un chacun, tant que tu arrives à avoir un déficit calorique. Et de toute façon, tu vois si avec les données que tu traques, s'il est trop agressif, s'il n'est pas assez efficace. C'est ça. Et là, tu as dit le terme agressif. C'est ça, les gens cherchent des solutions et en fait, tu pars d'un extrême à l'autre. Et en fait, c'est ça qui fait que ta frustration, elle augmente de jour en jour parce que tu peux pas manger ce que tu veux. Et vu que tu fais un truc hyper restrictif, tu as 1200, 1400 calories par jour, en fait, tu pètes un câble à un moment donné. Et qu'est-ce qui se passe quand tu pètes un câble ? Tu pars sur tout. Tout ce que tu vois passer, tu manges. Grosse fringale qui s'annonce. Ouais, c'est ça. Soit tu sors dehors, tu prends le premier truc qui vient, tu manges des fast-food à te faire péter le bide. Pour beaucoup de personnes, au final, tu te sens coupable après parce que tu as fait ton craquage. Alors que moi, j'appelle pas ça un craquage. C'est juste que t'en avais marre et tu t'es laissé aller, quoi. Et au final, tu regrettes. T'as la culpabilité qui est là. T'es frustré, t'es énervé. Limite, tu te fais vomir pour beaucoup de personnes. Et tu tombes dans un cycle. Et c'est ça qui est hyper dangereux sur le long terme, c'est que pour en sortir, faut être accompagné d'une manière ou d'une autre. Par un coach, par une aide psychologique aussi, une nutritionniste aussi. Enfin, donc tu tombes vite là-dedans sans t'en rendre compte, en fait. Et c'est vraiment de manière insidieuse, petit à petit, chaque jour, qui fait que, à terme, tu tombes dedans d'office, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois beaucoup de personnes qui, quand on me demande des conseils ou autres, qui me disent j'aimerais dans un certain laps de temps avoir ce changement-là. Ouais. La difficulté, c'est que tu as eu un laps de temps assez conséquent pour être là où tu en es physiquement, qui peut ne pas te plaire, par exemple. Tu veux un laps de temps minimum pour pouvoir avoir les changements. Ouais. Et, là, c'est un peu la partie la plus compliquée. C'est pour ça que si tu pars d'un principe où tu fais les choses à ton aise et avec un temps que tu alloues qui te permet justement de ne pas faire quelque chose de trop agressif, qui te permet de pouvoir développer des habitudes, une organisation, et tu fais ça tranquillement. Déjà, tu auras beaucoup moins de charge mentale, selon moi, dans un premier temps. Donc psychologiquement, c'est beaucoup plus simple. En même temps, tu as le temps d'apprendre, de découvrir, que ce soit sur le plan nutrition, apprendre des informations. Encore une fois, il faut qu'elles soient de qualité, mais d'où le fait d'être accompagné. Des recettes, des façons de fonctionner pour toi, et tu prends le temps, et à la fin, je pense que tu apprécies le cheminement, ce qui fait toute la différence. Ouais, c'est ça, t'adhères à ce que tu fais en fait, et à ce que tu manges. Et c'est ça un peu, c'est pour ça que j'aime pas trop ce qui passe parfois sur les réseaux, c'est qu'on te dit c'est noir ou blanc, c'est ça ou ça. En fait, il y a quoi entre les deux ? Il y a beaucoup de personnes entre les deux. Être dans un extrême, ça fonctionne pour peu de personnes. Par exemple, si maintenant, oui, t'es obligé dans un extrême si tu fais du body. Oui, là, t'es obligé d'aller peser tout, d'être vraiment pile poil au gramme près et tout. Mais pour la plupart des gens, comme toi et moi, on peut très bien garder notre base qu'on a acquis pendant plusieurs années et se dire, OK, je fais 3 séances par semaine de musculation, un peu de cardio, et on sait tenir ça sur le long terme parce qu'on a appris les bases. On sait comment faire. C'est pour ça que moi, chaque matin, je mange quasiment la même chose. Je sais le nombre de calories qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. L'huile d'olive, je l'utilise en spray. J'économise énormément de calories. C'est la story que tu as mis. Ouais, c'est ce que j'ai mis ce matin, mais c'est con, mais t'as un spray qui fait 2 calories. Et le reste sur une cuillère à café, c'est 80 calories. Ouais. C'est fois 40. C'est énorme. Ouais, c'est des petits ajustements comme ça qui font toute la différence. Cette différence-là, sur une semaine, ça fait déjà plusieurs centaines de calories. Tu
prends un truc 0 à la place d'une boisson gazeuse, bah, ça fait 0 calories. Donc, tu économises déjà aussi plusieurs centaines sur ta semaine. En fait, c'est ça qui fait qu'au cumulé, tu as économisé 2, 3 000, 4 000 calories sur ta semaine. Et du coup, ton fast-food que tu as mangé ton dimanche en famille, bah, c'est pas grave, il rentre dans tes cales. Ouais, c'est clair. Hein. Donc, des petits ajustements comme ça, sans devoir avoir la maîtrise totale. C'est vrai que moi, j'aime bien avoir des données et avoir le plus de tracking possible. Ouais. Encore une fois, il faut s'adapter aux individus. Mais il y a des petits changements, donc augmentation du volume alimentaire, donc manger plus. D'ailleurs, il y a une question qui va revenir tout à l'heure. Manger plus en ajoutant plus de légumes, plus de fruits. Plus de protéines pour avoir vraiment une assiette qui est remplie. Le nombre de fois où je montre ce que je mange, c'est vraiment un bol. C'est immense. C'est énorme. Je vois la taille de tes posts. Et les gens me disent, tu manges autant? Oui, je mange autant et c'est pour ça que j'arrive à être en déficit. Tu vois, ça aide. Vraiment, la quantité n'est pas égale, donc le volume n'est pas égal au nombre de kilocalories. Clairement, mais comme tu dis, avec l'huile d'olive. Quoi. Donc, surtout pour les sources de lipides en général. Hein. Et on considère le problème aussi, c'est cette considération entre les aliments sains et le rapport à la composition corporelle. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire je mange des noix, bah, c'est des aliments qui sont sains, c'est des bonnes graisses. Du coup, techniquement, ça doit m'aider à perdre du poids. Or, c'est que les calories qui comptent. Donc, techniquement, scientifiquement parlant, hein, si tu peux manger quick au McDo tous les jours, tu peux perdre du poids parce que tu es en déficit calorique. Donc, c'est pas l'idéal hein, pour plein de raisons. C'est pas recommandé pour les gens de manger fast-food tous les jours. Mais oui, clairement, tu peux perdre du poids comme ça. Et tu peux manger hyper sainement avec des produits bruts qui sont pas transformés, mais avec par exemple une quantité de lipides que tu contrôles pas, avec de bonnes graisses, et hop, tu es en surplus calorique et tu comprends pas pourquoi tu perds du poids. Tu gagnes du poids. Et cette zone-là, c'est là où tout le monde la plupart des personnes sont dans cette zone-là. C'est pas forcément qu'ils mangent fast-food tous les jours, c'est juste qu'ils mangent sainement, mais les quantités sont pas respectées, et parce qu'ils ne traquent pas, ou alors ils ne bougent pas assez à côté, et au final, tu es en surplus calorique léger chaque jour, mais sur peut-être 5 ans ou 10 ans, bah, tu as pris 10, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos sans t'en rendre compte. Parce que d'une manière ou d'une autre, chaque jour, tu prenais un petit peu. Ça peut être 50 à 100 kilocalories par jour, et puis ça se fait dans très très long terme, la prise de poids. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un élément qui est quand même assez connu. J'aimerais bien savoir si tu as eu des cas comme ça. Okay. Pour beaucoup de femmes, déjà, le fait qu'il y a un dimorphisme sexuel, il y a une différence entre l'homme et la femme. Niveau système hormonal, évidemment. Niveau hormonal, niveau de la taille, du poids. Quand elles vivent avec leur conjoint, il y a des chances qu'elles s'adaptent à l'alimentation du conjoint et même des fois un petit peu aux quantités. Alors, en général, vu qu'elles sont quand même plus petites et elles pèsent moins, elles vont quand même manger moins. Mais vu que leur conjoint va manger une certaine quantité, ça pousse indirectement à manger plus ou à se resservir ou parce que tu es quelqu'un qui mange plus. Tu vois, c'est comme si tu es quelqu'un qui mange moins. Je pense que tu as quand même tendance à manger un petit peu moins. Ça dépend, encore une fois, mais je dis de manière générale sur le très long terme, tu vois. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où tu dis, ok, mais en fait, tu es quelqu'un qui peut se permettre de manger une certaine quantité, et toi, un petit peu moins, tu dois adapter un petit peu tes portions. Et en même temps, tu n'as pas envie de faire quelque chose qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'elle a envie de manger avec son conjoint, elle n'a pas envie de manger un autre truc, qu'elle va peser à côté, etc. Ouais, tu vois. Ça. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà eu ce cas et comment est-ce que tu ajusterais J'ai déjà eu le cas, même plusieurs fois. Et en fait, faut voir un petit peu déjà ce que c'est comme plat, tu vois. Faut voir un petit peu. Et parfois, oui, faut communiquer. La première chose, c'est communiquer. Tu peux pas suivre le rythme de quelqu'un, surtout si toi, tu es sportif. Et je sais pas moi, dans un exemple où la personne, le gars fait 3, 4, 5 séances de sport par semaine, mais la partenaire ne fait pas de sport à côté. Bah, clairement, tu peux vite tomber dans un surplus calorique sans te rendre compte. Si tu suis les mêmes quantités que tu grignotes justement le soir en regardant ta série, bah lui, il a dépensé plus d'énergie, donc c'est pas si... Donc ça passe. Ouais, c'est sûr que si toi, ton maintien, il est à 2005 et ta femme, son maintien, il est à 1008, ça peut vite cramer en quelques semaines, quelques mois, tu vois une différence. Et au final, toi, tu te sens bien, mais peut-être que ta femme, elle va sentir qu'elle a pris du ventre ou elle a pris des cuisses et niveau moral, elle va pas bien du tout. Peut-être que même niveau hormonal, c'est la déprime. Donc, déjà, de un, faut essayer si t'as un truc sur le cœur, faut en parler. Faut pas aller dans le sentimental non plus, mais la communication, dans tous les cas, c'est primordial. Faut en parler. Et ensuite, faut essayer d'adapter. Faut se dire, ok, est-ce que ma femme est au courant ou pas? Est-ce qu'elle sait que ça, c'est peut-être un peu trop de calories pour elle? Et ouais, c'est un sujet sensible. Tu vas pas dire à quelqu'un arrête de manger. Ok, ouais. Moi, je le voyais dans l'autre sens, hein, plutôt dans le sens d'une femme qui vient. Ouais, je le voyais différemment. Ah, ok, pardon, excuse-moi alors. Ok, pas de souci. Une femme qui vient justement dire. Qui est dans cette situation-là, et ça se trouve, justement, elle ne se rend pas compte que l'impact de l'alimentation avec son conjoint, ça a l'impact, justement, d'un point de vue kilocal, comme on vient de discuter. Du coup, qu'est-ce que tu peux mettre en place?
sans lui dire tu vas faire complètement différemment que ton mec, manger complètement différemment, gérer tes portions, etc. Bah alors dans ce cas-là, faut voir si la personne bouge assez ou pas. Et si elle bouge un peu plus, il y a moyen de compenser. Après, ça dépend la quantité. Généralement, tu manges pas deux fois en moins que la personne avec qui tu es. Généralement, c'est un petit peu en moins. C'est ça. Donc tu peux compenser d'une manière ou d'une autre, parce que toute la journée, tu manges pas avec la personne. C'est souvent le soir où tu as ce repas ensemble, ou le matin. Exactement, donc il y a moyen de compenser ça si dans ta journée, tu as bougé un peu plus. Et c'est simple, c'est au lieu de prendre l'ascenseur, tu prends l'escalator, tu marches un peu plus, tu gardes ta voiture un peu plus loin, du coup ça te fait quelques pas en plus. C'est con, hein, mais ça compte. Ouais, ça fait toute la différence. Si tu as accès à une salle de sport, tu fais un peu tes pas, et même entre tes séries, marche. Ça, je l'ai vu la dernière fois, il y en a une comme ça en salle de sport, je la vois tout le temps. Tout ce qu'elle fait, c'est entre 2 séries, au lieu de se poser, elle fait des tours. Mais non-stop, pendant 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, elle fait des tours. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu viens d'enchaîner plusieurs centaines de pas chaque jour, en plus de ta séance, et pour le même laps de temps, en fait. Et c'est ça qui fait la différence en fin de journée et en fin de semaine. Tu peux très bien profiter et manger avec ton conjoint, ta conjointe, sans avoir cette différence. Donc, c'est des petits trucs un peu à placer comme ça, à essayer de mettre en place. Mais Et dans le cas des pas, juste pour revenir là-dessus, entre les séries, c'est largement mieux que ce que fait la majorité des personnes, c'est-à-dire être sur le téléphone, hein, parce que les études montrent que quand tu es sur les réseaux sociaux, entre tes séries, ou même ça qui est assez chaud, même 15 minutes ou 20 minutes, voire même 1 heure avant ta séance, tes performances sont diminuées. Je sais pas si tu avais déjà... Ça, j'avais pas vu cette étude-là, mais je peux comprendre parce que ton niveau de concentration, il est au plus bas. T'as cette recherche de dopamine, mais au final, t'as besoin de cette concentration, d'être focus à 100% sur ta séance. Et ouais, c'est sûr, si t'es sur ton téléphone, ou même pire, t'es sur ton téléphone, t'utilises les machines pour les jambes, tu fais même pas attention. Alors ça, c'est le niveau. Ça, je vois tout le ultime, temps. Ça, je vois tout le temps. J'ai même vu des gens lire un livre sur une machine et ils faisaient les jambes en même temps, tu vois. Non-stop pendant plusieurs minutes. C'est un peu plus marrant encore. J'ai jamais vu ça. Tu sais que je vois ça tous les jours. Qui est en train de lire un livre et qui est en train de faire ses adducteurs, c'est magnifique. Mais je te jure que je vois ça, ou du leg extension, peu importe, et je vois ça tout le temps. Tout le temps, tous les jours. C'est le téléphone, pour le coup. Ouais, mais parfois, sur le téléphone, sur un livre, ils sont en train de lire un livre, et c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment, ils sont là. Tous les jours, je vois une personne différente qui est en train de faire ça. Et tu t'en rends pas compte parce que tu t'es concentré ni sur l'un ni sur l'autre. Parce que tu lis un livre, mais t'as la musique à fond de la salle de sport. T'es en train de faire un exercice, mais t'es même pas concentré ni sur l'exercice ni sur ton livre. Donc, au final, t'es complètement déconcentré et tu perds un peu ton temps, on va dire, parce que tu mets pas de l'intensité dans ta séance. Et tu restes là 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, alors que t'aurais pu plier ta séance en 3/4 d'heure, 1/2 heure. Oui, puis bon, t'as pas un retour sur investissement qui est très intéressant. Mais ça me fait penser justement aux personnes qui ont peur d'aller dans les salles de sport et qui voient surtout les individus qui ont un certain niveau, qui ont un certain physique et qui peuvent justement être intimidés par ces personnes-là. Et voilà, pour ceux qui vont en salle et qui ont un peu d'expérience, on sait qu'en général, c'est les personnes les plus bienveillantes, les personnes les plus tranquilles. Et justement, c'est les dernières personnes qui vont te regarder, qui vont te juger, en tout cas de manière générale, parce qu'ils sont focus dans leur séance, et c'est ça qui font qu'ils ont atteint un certain niveau, ils sont concentrés. Et ils vont penser à leur prochaine série, prochain exercice, ils vont être concentrés. Ils n'ont pas le temps de regarder une autre personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, etc. Je veux dire, de manière conscientisée et à les juger, etc. Alors que t'as une personne qui peut être en train de faire justement sa série sur son téléphone, et puis il regarde la personne à côté, il dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou alors lui il est gros, il est comme ça, etc. Ouais, c'est ça. Cette personne-là, elle est même pas en train de s'entraîner sérieusement, tu vois. Donc, mais ceux qui ont un certain niveau, c'est pas du tout dans leur intérêt de juger. Non, pas du tout. C'est même, comme tu dis, les personnes les plus bienveillantes dans une salle de sport, parce qu'ils savent c'est quoi le chemin pour arriver là. Ils savent que, bien sûr, tout le monde se rappelle des débuts en salle de sport, où tu comprends même pas les machines, et ça, je suis sûr que ça t'arrive aussi, quand tu pars dans une nouvelle salle de sport, tu dois découvrir à nouveau les machines, tu dois découvrir à nouveau le lieu. Moi, ça m'arrive tout le temps d'utiliser une machine, je me dis, mais attends, mais comment elle fonctionne? Et tu te grattes la tête, tu essaies de chipoter. Ah ouais. Parfois, tu demandes même au gérant de la salle. Il te prend peut-être pour un débutant ou je sais pas quoi, mais c'est normal de passer par ce stade où tu dois apprendre à nouveau. Donc, c'est OK de commencer. Il n'y a aucune honte dans l'apprentissage. Hein. Non, bien sûr. Au contraire. Ok, mais du coup, on va essayer de recentrer un petit peu. On est parti un peu plus loin. Ouais. Alors, du coup, voilà. Donc, je pense que ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure. Tu penses que la plupart des gens échouent par manque de discipline ou par mauvaise méthode? Et juste avant que tu répondes, je vais donner un petit peu mon opinion là-dessus. Je pense que c'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est pas le manque de discipline. Et il y a quand même une importance à la discipline. On va pas se mentir, c'est quand même nécessaire d'être un petit peu sérieux quand tu as des objectifs. Dans tous les cas, il faut être un petit peu discipliné. Il y a toujours des moments dans ta vie où tu n'auras pas envie de faire ci ou ça, mais tu sais que ça a un intérêt sur le long terme. Mais le fait d'avoir une bonne méthode, ça diminue drastiquement le besoin d'avoir une discipline qui est élevée.
Et encore une fois, ça dépend toujours des contextes. C'est-à-dire que tu peux avoir une méthode qui est totalement adaptée à toi. Tu es un compétiteur body, il y aura quand même une discipline énorme qui doit être mise en place. Ouais, et pour les personnes moyennes qui veulent avoir, par exemple, dans le cas d'une paire de gras, tu trouves une méthode qui est très adaptée. Il y aura un petit peu de discipline. Et je dirais même surtout au début, quand tu dois apprendre justement ce qui fonctionne le mieux, ton organisation, les petits changements. Mais une fois que c'est effectué et que tu as tes bases, et que quand c'est adapté à toi, tu fais moins d'efforts. En tout cas, tu as l'impression de moins faire d'efforts parce que ça fait partie de tes habitudes, de ta façon de gérer les choses. Oui, bien sûr. En fait, c'est surtout ça, c'est essayer de avoir cette perception de l'effort. Si tu as l'impression de faire des efforts, à un moment donné, ça va te bloquer. Par contre, si tu dis, OK, en fait, comme le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu réfléchis pas au fait de ah ouais, je dois me brosser les dents, ah ouais, je dois me laver, ah ouais, je dois m'habiller. Généralement, c'est des réflexes. Tu te lèves, boum, tu fais et tu pars. Mais si maintenant, tu sais que tous les matins, tu manges toujours la même chose, tu as le stress du matin en moins. Moi, tous les matins, je mange des œufs. Ça peut être entre 3 et 5. Ça dépend des journées, en fonction de ma faim, en fonction de beaucoup de choses. Mais je sais que si, dès le matin, la routine, elle est en place, ta journée, elle roule, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est de mettre des petites choses en place au quotidien qui font que tu y réfléchis moins, tu as moins de charge mentale. Et au final, tu gagnes vraiment cette tranquillité d'esprit sur la suite de ta journée. Si maintenant, tu te lèves le matin, généralement, c'est le matin où les gens sont le plus stressés. Parce que tu te lèves, voilà, tu dois emmener les enfants à l'école ou tu dois aller au travail et tu travailles tout juste pour avoir le temps de ça. En fait, si tu mets ça en place, c'est pas une question. Enfin, comment dire ? Je me suis un peu perdu dans ce que j'avais en tête, mais je pense que c'est pas un manque de motivation. C'est juste que parfois, la plupart du temps, c'est la méthode qui n'est pas adaptée à la personne. Et c'est pas toi qui t'adapter à la méthode, c'est la méthode qui s'adapte un peu à l'individu. Et c'est ça qui bloque le plus souvent. Parce que la motivation, c'est éphémère. Parfois, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport. Parfois, même quand je travaille en salle de sport, j'ai pas envie de m'entraîner. Alors que je suis entouré de personnes qui s'entraînent. Parce que voilà, tu penses à quelque chose d'autre, tu as des petits soucis, ou même juste t'as pas envie. T'es là, t'as pas envie, t'es fatigué. Donc c'est là où ta routine, elle entre en jeu et tu dis, OK, non, j'ai un programme à suivre, je vais le suivre. C'est clair. Et oui, il faut un minimum de discipline. C'est comme pour tout. Tu décides pas si tu vas ou pas au travail chaque matin. Tu y vas. C'est vrai, mais donc l'extrême on va dire par exemple des réels sur Instagram, sur la discipline, sur la motivation, avec les discours très paternalistes. Ça va 2 minutes. Non, je préfère utiliser l'intelligence humaine, qui bon, forcément, tu as besoin d'avoir, comme on disait, de la discipline, mais utilise ton intelligence pour pouvoir t'organiser. Ou alors, le mieux, c'est justement de déléguer ça à des personnes qui ont l'habitude de travailler là-dessus. Donc, par exemple, pour une paire de gras, tu prends un coach, et ce coach, il va justement réfléchir à ta place, il va te mettre en place l'organisation qui est adaptée pour toi, et il va pouvoir faire des ajustements au cours des prochains jours sur même des éléments que toi tu ne pourrais pas remarquer en fonction des retours que tu lui fais. Et en plus il a un avis extérieur, donc il est moins biaisé émotionnellement, etc. Donc c'est toujours bon de déléguer. Et toutes les personnes qui ont un certain niveau dans leur domaine, au final, elles se retrouvent à déléguer pour avoir plus de facilité dans leur vie au quotidien. C'est sûr, même les coachs, on a des coachs. Même, toi et moi, si on est blessé, on va aller voir un médecin, on va aller voir un kiné, on va aller voir quelqu'un d'office. Tu vois, on est d'office supervisé par quelqu'un au-dessus de nous. Même les professionnels, ceux qui sont pros dans tout ce qu'ils font, même eux, ils ont quelqu'un qui est au-dessus. Un coach, un entraîneur. Donc c'est... Nadal, il avait bien l'entraîneur de tennis et pourtant, c'est meilleur que son entraîneur de tennis. Oui, c'est ça. Tu vois, enfin... Et pourtant, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a du recul et qui a une autre vision. C'est ça, qui a du recul, comme tu dis, une vision externe et aussi qui décharge un peu tout ça. Tu vois, quelqu'un sur qui tu peux lui déléguer tout le reste et toi, tu appliques. Et c'est ça la différence, c'est que tu dois plus réfléchir, juste tu appliques. C'est ça. Parce que c'est un peu ça notre rôle de coach, c'est on prend le profil de la personne, on se dit ok, tiens, je te fais ton programme, je te fais ta diète, flexible ou pas, peu importe, en fonction de la personne. Et en fait, tu as juste à suivre. Tu te casses pas la tête, juste tu suis, sûr et certain, tu perds du poids. J'ai eu des clients qui ont perdu jusqu'à 40 kilos sur une année parce que ils n'ont pas fait quelque chose de spécial. Hein. Ils ont fait 3 séances de sport par semaine, parfois 2, 3-4 repas par jour. En fait, c'est juste tu suis ce qui est noté et d'office, tu as des résultats. Tu dois même plus réfléchir. Et ça, c'est un luxe quand même de se dire, je fais juste ça, et je dois même pas réfléchir. À quel moment dans la journée on se dit, je dois pas réfléchir ? Ouais, c'est clair. Et puis t'as pas aussi à faire un apprentissage dans des domaines, que ce soit nutrition ou sport. C'est comme quand tu vas faire des travaux dans ta maison. T'as quelqu'un qui... On paye aussi finalement pas que le service, par exemple, sur 1 heure, mais également les connaissances qui vont avec. Parce que toi, par exemple, ça te prendrait peut-être 3 jours, là où ça lui prend 1 heure, parce que non seulement il a les outils, mais il a les connaissances et il a l'expertise, et il l'a fait plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Donc, d'où l'importance justement de déléguer. Voilà pour à propos de ça. Alors, est-ce que
tu as remarqué un déclic particulier qui a fait qu'un coaché réussit à tenir sur le long terme. Je pense que ça rejoint à peu près tout ce qu'on a dit. Ouais, le déclic. Est-ce que certains de mes clients ont déjà eu ce déclic un jour, ils arrivent, ils me disent « Ah ouais, mais en fait, j'ai découvert un truc. » Dans ce sens-là, tu veux dire? Oui, ou un déclic vis-à-vis de ce que tu leur as dit. Ouais, ça arrivait récemment. Enfin, ça arrive souvent. Ça arrive quelques fois par-ci, par-là. Mais récemment, c'est une personne qui est venue, et je pense qu'elle va peut-être se reconnaître dans la vidéo ou dans l'audio, je sais pas ce qu'elle va écouter ou voir. Mais elle est venue, elle m'a dit en fait, je m'en fous de mon poids actuel. Je me sens bien. Et même si je prends un peu de poids parce que c'est du muscle, je m'en fous. Et je lui dis, ah ouais? Mais ça vient d'où ça? Elle m'a dit, ouais, c'est par rapport à un truc que tu m'as dit. Parce qu'au début, elle était venue juste pour se sentir mieux. Et pas pour le physique qu'elle voulait, elle voulait juste se sentir mieux à la base. Et en fait, en mettant en place certaines choses, j'ai un peu déchargé cette charge mentale qu'elle avait. Et elle devait juste appliquer. Elle a appliqué. Au bout d'un moment, tu deviens curieux un peu. Tu te dis, mais ok, ça fonctionne, mais comment ça fonctionne? Du coup, elle commence à poser des questions sur la nutrition. Ouais, mais si j'augmente un peu ça, tu vois, les glucides. Elle a commencé à s'intéresser elle-même à tout ce qui est nutrition. Un peu au sport, à me demander est-ce que je pourrais faire un peu plus de ça? Est-ce que tu crois que ça... Et en fait, plus tu te renseignes, plus tu deviens curieux, plus tu comprends ce que tu fais en fait. Et un jour, elle est venue, elle m'a dit, tu sais quoi, viens, on fait une prise de masse, viens, on augmente le poids. Je me dis, ok, let's go. Et en fait, là, 1 an plus tard, elle fait 4-5 kilos de plus que quand elle est venue. Elle s'est affinée. Mentalement, ça a changé complètement. Hein. C'est le jour et la nuit, elle a plus de confiance. Même au niveau des vêtements, elle met des vêtements qu'elle n'aurait jamais mis il y a 1 an. Des leggings, elle n'aurait jamais mis ça il y a 1 an. Une brassière, un truc en mode crop top, elle n'aurait jamais mis ça il y a 1 an. Mais tu vois, ça a changé mentalement, mais le physique a suivi. Et du coup, comme le physique est bien, le mental a suivi. Et en fait, c'est ça. Et elle est arrivée, elle m'a dit, mais je m'en fous du poids. Je pourrais même monter encore un peu plus. Et ça va. Et elle fait plus ou moins 60 pour actuellement 65 kilos. Ça la dérangerait pas de faire même quelques kilos de plus si niveau musculaire ça suit quoi. Ouais, donc de ce que j'ai bien compris, en fait le déclic il s'est fait aussi sur l'aspect de la compréhension du poids comme étant un indicateur. Ça c'est super important. Ouais. Ce qui est le plus important, c'est comment tu te vois dans un miroir. Est-ce que tu apprécies ton physique? Et c'est ce que je dis à chaque fois quand avec mes coachés. Si tu vois sur la balance 100 kilos, mais que tu te regardes dans un miroir et t'es canon, tu kiffes ce que tu vois, ouais. Tu t'en fous, il pourrait être n'importe quoi. Et donc ce que je dis souvent, c'est lorsque tu fais tes mensurations, t'as aucune... t'arrives pas à mettre une émotion sur les mesures parce que 39 cm ou X cm sur des données que tu n'as jamais vues, ça veut rien dire. Ouais. Tu vois, alors que le poids, t'arrives à mettre des émotions dessus, malheureusement. Voilà. Du coup, il y a aussi ce déclic-là vis-à-vis de la compréhension des données. Ouais, mais c'est ça, c'est comment tu te perçois. Si, comme tu dis, tu te sens bien dans ton corps et t'aimes bien ce que tu vois dans le miroir, tu dois pas plaire à une autre personne. Si tu veux te plaire à toi-même, point. Si les gens t'aiment bien, ok, mais c'est pour toi que tu le fais au début. Donc si physiquement t'aimes bien ce que tu vois et tu te sens bien, c'est juste des données comme tu dis. Et tu peux pas mettre d'émotion sur des centimètres. Enfin, 42 centimètres, ça veut dire quoi? C'est bien ou pas? Ça dépend si c'est un mollet, ça dépend si c'est ton bras, ça dépend si c'est ta taille. Tu vois. Techniquement, ça doit être la même chose sur le poids. Hein. Le poids, c'est la masse fois la gravité, déjà. Donc, si je te donnais ta masse sans la gravité, c'est aussi, tu n'arriverais pas à faire un jugement. Tu te bases aussi sur d'autres personnes, alors que tu n'as pas la même taille, tu n'as pas la même morphologie, tu n'as pas les mêmes segments. Exactement. Et donc, enlever l'émotion du poids, c'est quelque chose qui est assez compliqué dans notre société actuelle, mais ça fait vraiment la différence, je pense, au niveau du plan mental. Et d'où l'importance du sport pour être bien mentalement, qui fait que tu es mieux physiquement, et ainsi de suite, avec le cercle vertueux que tu m'as mentionné. Mais donc, voilà, je sais plus où je voulais en venir, je me suis un peu perdu. Mais, je pense qu'on s'emballe un peu parfois et, c'est ça. Et on dit des petites bêtises. Mais... Ok. Selon toi, c'est quoi la plus grande erreur alimentaire des gens qui veulent sécher? Je pense que tu l'as déjà un petit peu dit par-ci par-là depuis le début. La plus grande erreur déjà, pour sécher, on se dit qu'on doit faire un truc extrême. Et un truc extrême, généralement, tu perds du muscle et de l'eau et pas de la graisse. Okay, ouais. En fonction de... Est-ce que pour toi, c'est le fait de dire je vais me lancer dans un régime? J'ai des personnes qui veulent sécher. Je me mets dans un régime et donc c'est dans la tête un plan strict. Je vais souffrir pendant un certain temps. Et puis, ouais, c'est ça. C'est bon. Tu viens de dire le mot souffrir. Ouais, c'est l'idée. Pourquoi tu devrais souffrir pour arriver à ça? Tu vois, c'est un peu le truc de souffrir pour être beau. C'est un peu, je vais pas dire du bullshit. Oui, t'es obligé de passer par des moments où c'est pas forcément agréable, tu vois. Mais t'as besoin de cette phase d'inconfort pour comprendre ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas sur toi. Et comprendre un peu pourquoi tu ressens ça. Ça aussi, mais ça c'est un peu pour un autre podcast, les émotions et tout.
Mais pour sécher, généralement, la grande erreur, c'est, en tout cas en salle de sport, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils rallongent leur séance leur série. Ils font des séries de 15-20 répétitions, ils prennent des poids légers. Oui, le fameux le nombre de répétitions pour dessiner. Ouais, c'est ça, pour tonifier, ouais, c'est ça. Et c'est hyper strict dès le début. C'est OK, je retire tout ça, je retire les glucides, je retire ça. Et au final, les glucides, c'est ce qui te donne de l'énergie. Donc si tu retires ça, bah, c'est comme si tu voulais rouler en voiture et t'as 10 litres et t'as un trajet de 500 km. Tu fais quoi? À un moment donné, ça va bloquer. Donc t'es obligé de te dire OK, je fais ça, je fais de manière graduelle. Parce que tu pourrais très bien perdre tes 10 kilos sur quelques mois sans t'en rendre compte. À nouveau, c'est ça l'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont dans un extrême et ils s'en rendent pas compte. Donc je dirais juste de se renseigner et en parler à son coach, en parler à quelqu'un. Donc à nouveau, il faut avoir une aide externe. Parce que généralement, quand tu fais un truc extrême, c'est qu'il y a l'émotion qui joue dedans. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, clairement. Hein. C'est sûr que plus c'est extrême, plus c'est compliqué, plus tu vas être impacté sur le plan émotionnel, c'est ça. Et psychologique. Donc à ce moment-là, ouais, je pense que l'erreur la plus courante, c'est aller dans un extrême. Les gens ne veulent pas faire un truc à demi-mesure, ils veulent vraiment aller d'un côté ou de l'autre. Et généralement, tu pètes un câble. Ouais, c'est dingue que beaucoup de personnes se disent pas, bon tiens, j'ai envie de perdre du gras, est-ce que je ne changerais pas une ou deux petites choses dans mes habitudes? Voilà, simple, et puis je vois ce que ça donne. Non, c'est rare, la majorité des gens vont dire non, mais c'est bon, je vais faire quelque chose d'extrême en plus. Mais c'est aussi parce qu'il y a, je pense, un impact émotionnel où ils sont un petit peu en détresse, en mode je me sens pas du tout bien là, il faut que j'agisse vite et fort. Et c'est ça, on a envie d'avoir des résultats très rapides, et donc on se dit il faut que je fasse quelque chose de très strict. C'est vrai qu'accepter que ça va prendre un certain temps, ça peut être compliqué, mais il faut aussi se dire que la période avant d'arriver, on va dire, entre guillemets, à ton résultat final qui te plaît, dans tous les cas, tu vas que vers l'amélioration. Donc, tous les jours, tu te sentiras mieux. Donc même si t'avais... Enfin, je veux dire, c'est quand même positif dans tous les cas. Le cheminement est positif. Mais c'est ça un peu le travail d'un coach, c'est un peu amener la personne à comprendre ce genre de choses. Parce que oui, aller dans un extrême, on va aller dans un extrême parce qu'on veut tout vite, rapidement. Actuellement, tu dis à quelqu'un, ouais, ça va prendre 6 mois, il va te regarder de travers, il va dire, ouais, non, je vais aller vers quelqu'un qui m'a dit 3 mois, ou 2 mois, ou 1 mois. Oui, bien sûr, et j'ai déjà eu des anecdotes, des gens qui viennent et qui me disent, ouais, je voudrais perdre 20 kilos en 2 mois. Et je les regarde, je me dis, 20 kilos en 2 mois? Oui, je l'ai déjà fait. Mais pour quelle raison? Généralement, c'est juste avant l'été. Ouais, et puis ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait sur le poids. Hein. On parle de poids, de perdre du 20 kilos. Mais pourquoi 20 kilos? Est-ce que tu vas être mieux au niveau du miroir? Enfin, tu peux carrément perdre plus de poids, mais que tu es moins, tu t'apprécies moins en te regardant dans le miroir parce que, par exemple, tu as retenu moins de masse musculaire, tu en as moins construit, et tu as perdu moins de gras au final, tu as perdu plus de matière. Et donc, voilà, se baser sur le poids, et justement, j'ai un objectif de perdre X quantité de kilos, c'est pas la bonne façon de voir. Hein. Mais c'est pour ça que, généralement... Au début, je le faisais pas, mais maintenant, ce que je fais, c'est que je pose la question dans l'autre sens. Quand on vient et qu'on me dit, ouais, j'ai besoin et je dois. Tu vois, c'est vraiment des obligations, du coup. C'est même plus je veux, c'est des obligations. C'est comme si quelqu'un te disait, tu dois le faire. Donc, tu as déjà la pression en plus. On me dit, ouais, je veux perdre 20-30 kilos. Et parfois, on me dit, en 3 mois, est-ce que c'est possible? Je dis, ok, mais ça t'a pris combien de temps pour prendre ce poids? En fait, tu remets la personne face à ses responsabilités. Et parfois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est là en face de toi, qui te dit, ok, c'est peut-être ta faute, mais je vais t'aider. Et tu mets la personne face à ses responsabilités. Généralement, la personne te dit, je sais pas, moi, ça m'a pris 10 ans. Ok, mais pourquoi tu veux perdre tout ça en 3 mois, du coup? Je me sens pas bien. Ok, mais pourquoi? Et généralement, la personne, tu grattes un petit peu 2-3 questions, la personne va te dire, parce que j'ai tel événement, un mariage, du coup, il faut rentrer dans un costume, dans une robe, ou alors c'est l'été qui approche, et la personne ne veut pas se sentir mal à la plage. Donc, tu vois, c'est des petits trucs, et généralement, c'est de la pression un peu externe, c'est jamais nous-mêmes, parce que t'as pas d'obligation de perdre du poids. Qui t'oblige à perdre du poids? C'est clair, on est impacté par le social. Hein. C'est ça, donc c'est autour de toi. C'est défini par les personnes autour de nous. C'est ça, donc peut-être que tu as eu des commentaires autour de toi. Peut-être que tu as cette angoisse de l'approche de l'été. Et c'est ce qui va arriver, même là maintenant en janvier. Les bonnes résolutions. Ouais. Les salles de sport vont être remplies début janvier. Oui, c'est la base. Hein, courage pour vous qui regardez et que vous entrez en salle, ça va être galère en salle de sport en janvier. Moi j'ai mon home gym, donc ça, toi t'as la chance. Ouais. Mais au bout de 2-3 semaines, oui, les gens vont lâcher. Et à nouveau, pourquoi? C'est des attentes irréalistes, sur un laps de temps irréaliste, et c'est mort. Et un truc que j'ai remarqué, que j'ai eu souvent dans mes coachings, c'est aussi qui montre que l'esprit humain peut être assez compliqué.
c'est des personnes qui commencent avec, on va dire, un certain niveau qui ne leur plaît pas au niveau du physique. Et avec le temps, il y a le cheminement et ils ne sont pas satisfaits malgré qu'il y a une très bonne évolution. Ou alors ils sont en mode oui, c'est cool, mais voilà, je veux encore plus. Tu vois. Je suis en mode, écoute, déjà, c'est si l'importance d'avoir un coach. Cette personne, elle te met face à la réalité et elle peut être en mode attends, mais ce que tu viens de faire là depuis quelques semaines ou quelques mois, c'est exceptionnel. Sois fier de toi, sois content. Et la personne, la version de toi quand tu as commencé, elle donnerait tout pour être comme tu es là maintenant. Ouais. Tu vois. Et donc à chaque fois, je reçois des retours en mode merci beaucoup. J'avais besoin aussi de le voir comme ça et j'ai besoin de me féliciter. C'est important. Et donc c'est ça qui est un peu dingue, c'est-à-dire qu'on passe d'un état où on n'est pas du tout content, on évolue, on n'est jamais satisfait, et apprendre à aimer le cheminement et à apprendre aussi à aimer son corps au quotidien, ça fait aussi partie de l'évolution et ça te permet de plus facilement atteindre tes objectifs parce que tu es positif, tu vois, c'est comme quelqu'un qui est positif dans la vie. Tu as des résultats, donc tu dis en fait je suis capable de faire plus, de faire mieux, et du coup tu reviens, parce que c'est ça aussi un peu pourquoi la plupart des gens vont arrêter en janvier à partir de la 2e, 3e semaine en janvier, c'est que comme tu n'as pas les résultats que tu voulais, parce que c'est des résultats irréalistes dans ce laps de temps irréaliste que tu as mis en place, tu n'as pas les résultats que tu veux, et tu es frustré, tu essaies de faire plus, mais comme tu fais plus et que tu n'as pas compris comment ça fonctionne, tu perds peut-être un peu de gras, mais peut-être que la balance, elle augmente parce que tu as pris du muscle en même temps. Et ça aussi, tu vois, la balance, à nouveau, le poids, ça veut rien dire. Si tu as pris 500 grammes de muscle, mais tu as perdu 200 grammes de gras, on est sur plus 300 sur la balance, en vrai. Ouais, tu prends du poids et être mieux dans ton miroir, quoi. Donc, mais comme tu te focuses juste sur la balance, ça te fait péter un câble. Et tu dis, mais j'ai fait 3 semaines de sport à fond, du lundi au vendredi. J'ai fait tout ça. J'ai essayé de faire attention à tout ce que je mangeais. Et au final, je prends du poids. T'arrêtes comme chaque janvier. Et tu recommences. Mais surtout, s'il vous plaît, apprenez à comprendre l'importance de la rétention d'eau. Ça, je l'entends tout le temps. Ça me rend fou. Quand t'as des personnes qui vont au resto et le lendemain ils se pèsent et ils ont gagné 1 ou 2 kilos et ils sont en panique totale, waouh, c'est mon resto. Non, c'est de l'eau, tu fais de la rétention d'eau, t'as plus de contenu intestinal, t'as les glucides sous forme de glycogène qui fait en sorte que tu gardes de l'eau dans ton corps. Et donc cette fluctuation de poids, elle est pas. En plus, regarde, tu regardes dans le miroir, peut-être que tu vois une petite pellicule d'eau qui fait un petit peu différence. T'es un peu flotteux comme ça. C'est ça. Mais pas au point de se dire oula, je viens de prendre une quantité de gras absolument énorme. Et je pense que cette compréhension, elle permet de te dire de relativiser totalement le poids, tu vois. Et c'est vraiment la rétention d'eau, c'est un sujet. Ça, j'aurais bien voulu qu'on l'apprenne à l'école. Avec les macros, les kilocals. En fait, c'est ça. Parce que là, on en parle tous les deux. Mais la plupart des personnes ne comprennent pas ça. Et c'est pas un truc qu'on voit souvent, les gens n'en parlent pas. Et même où on dit, je fais de la rétention d'eau. Oui, ça peut être lié au fait que tu ne bois pas assez d'eau dans ta journée. Du coup, tu retiens beaucoup plus d'eau parce que ton corps ne sait pas la prochaine fois que tu vas lui donner assez d'eau. Ou alors, après un repas. Mais le problème, c'est un repas riche en glucides. Pour chaque gramme de glucides que tu manges, et ça les gens ne le savent pas, tu vas retenir entre 2 et 4 grammes d'eau. C'est ça. En fait, tu manges un plat de pâtes, t'exploses ce total. Hein. Ton plat de pâtes, c'est peut-être, je sais pas moi, centaines de grammes de pâtes, t'as retenu entre 200 et 400 grammes d'eau en plus. Ou le cas typique d'une personne qui a fait une journée très intensive d'un point de vue sportif, et le lendemain, donc la balance elle augmente, et tu te dis mais attends, j'ai dépensé énormément de calories, comment c'est possible? T'as le taux d'inflammation, parce que forcément t'as fourni un effort au niveau physique qui augmente, et donc tu fais plus de rétention d'eau. Ça aussi, c'est tous ces facteurs-là. La quantité de sodium, est-ce que tu sais combien de sodium t'as de sel finalement t'as consommé dans la journée? C'est important, sodium, potassium, clairement, mais là on va un peu plus dans le détail. C'est vrai, mais donc mais oui, c'est sûr. Ça rejoint ce qu'on disait sur l'émotionnel et le poids. Et je sais plus où j'allais là. T'as été un peu loin dans la réflexion, je pense. Ok, du coup, on est à 49 minutes de podcast. Il nous reste encore 10 minutes pour. Ouais, vas-y. Hein. Donc, on a bien discuté. Donc, tu peux balancer tes questions. C'est ça. Alors, justement, vu qu'on est dans les glucides, ça tourne bien. Première question que je vois, c'est sur les glucides. Vas-y, balance. Moi aussi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Quelle est la place des glucides pendant une perte de gras, selon ton expérience? On a déjà dit quelques éléments intéressants. Le plus important, parce que de toute façon, sur les protéines, tu vas pas jouer, et sur les lipides non plus, donc c'est surtout sur les glucides où tu vas jouer par rapport à la quantité. Moi, je te dirais de jouer intelligemment là-dessus et de se dire, je vais essayer de placer ça le plus possible proche de l'entraînement. Et de manière stratégique, les moments de la journée où tu te sens le plus fatigué. Généralement, le matin, quand tu te réveilles, ça va. Mais l'après-midi, c'est souvent là qu'on a ce petit down et tout. Surtout si t'as bien travaillé. Ouais, c'est ça. T'as été à l'école, peu importe. Donc c'est à ce moment-là où tu pourrais être plus enclin à craquer. Ça ou en fin de journée. Donc en gros, c'est se dire, ok, avant mon entraînement
et même après mon entraînement, mettre le plus possible de glucides autour. Comme ça, t'es tranquille. Sinon, ouais. Exact. Glucides, c'est que te suivre là-dessus. Ouais. Glucides, c'est de l'énergie. Donc, t'as besoin de cette énergie. Et généralement, c'est autour de ta séance. Donc, se dire, à la limite, même pendant ta séance, ça dépend si tu fais les jambes ou peu importe ta séance. Aussi, rajouter un petit truc rapide, tu vois, de la maltodextrine ou quelque chose comme ça. Ouais. Juste quelques grammes. Facilement. Ouais, c'est ça. 20-30 grammes par-ci par-là. Au moins sur la fin de ta séance, comme ça, t'es tranquille. Mais ouais, mettre un peu moins en fin de journée. Et plus aux alentours de ton entraînement, quoi. Et je veux dire une chose qu'on voit jamais sur les réseaux. Hein. Franchement, je l'ai jamais vu, honnêtement. Pourtant, je suis tout ce qui a rapport avec le fitness et forcément. Le pré-workout le plus intéressant, c'est les glucides. C'est pas la caféine. Je te promets, c'est pas la caféine. C'est pas, je sais pas, tous les trucs. Le nom de marque. Ton C4, ton truc qui t'explose, il est chimique, il est vert, fluo, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Non, c'est vraiment. Le truc, c'est que ça se vend pas. Je veux dire, tu vas pas vendre. Je vous vends mes pâtes, comme ça, vous pouvez vous entraîner à fond. Ah ouais. Non, tu vends ton pré-workout. Le marketing, c'est pas ouf de dire, tiens, prends la banane, c'est mieux. Bah non. Et mange, faisez le test chez vous. Manger 200 grammes de glucides, c'est énorme. Hein. C'est juste une fois. C'est une version extrême, tu vois. On va dire, peut-être 100 grammes. Peut-être que j'abuse. Mais pour vous donner vraiment l'exemple, hein, moi, je m'entraîne avec mon beau-frère et on voit vraiment bien la différence. Parce que pour la petite anecdote personnelle, une de mes erreurs quand j'ai fait pour mes premières sèches, c'est que je sous-estimais l'importance justement des glucides, comme tu dis, autour de l'entraînement. Et lorsque j'étais du coup en déficit avec le temps, je faisais des séances absolument pourries. Voilà, j'avais pas d'énergie, j'avais pas de force, j'étais saoulé. Et je me suis rendu compte, donc je le savais théoriquement, mais je me suis dit, bon, voilà, sur le papier, on a besoin d'avoir plus de glucides, mais faut le vivre par soi-même pour pouvoir vraiment s'en rendre compte. J'augmentais les glucides avant les séances, et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai autant d'énergie que lorsque je suis en maintien ou en surplus, quoi. Ça fait toute la différence. Et donc, mon beau-frère, quand il vient et qu'il a mangé une bonne quantité de glucides avant la séance, il explose ses performances parce que t'as vraiment d'énergie. Et je te jure, c'est sous-estimé, vraiment. Si tu manges un bon repas, 1h30, avec pas trop de lipides et un truc que tu sais digérer, ouais, exactement. Ça, tu peux digérer facilement. Tu auras une quantité d'énergie qui est absolument dingue. Et après, oui, tu as la caféine, mais bon, par exemple, quand tu vas t'entraîner à 18h, pour moi, par exemple, et pour beaucoup de personnes, tu ne peux pas te permettre de prendre un café, tu vas pas rester à dormir. C'est ça. Ouais, mais c'est ce que j'essaie de faire aussi, parce que j'essaie de diminuer ma quantité de caféine au quotidien. Là, je suis passé peut-être à 1-2 tasses grand max quand j'ai une grande journée, mais j'essaie de faire ça en début. Mais ouais, si tu t'entraînes à 18-19h, c'est mort. Tu prends la caféine, t'es claqué. Le combo une banane ou un truc comme ça rapide, tu vois, si t'as pas le temps, parce que là tu parles de 100 grammes, mais les gens qui n'ont pas le temps de manger un truc rapide, prenez quelques fruits, quelques dattes, 3-4 dattes, une banane, une demi-heure, 1 heure avant ta séance, et boum, t'as un pic, t'as l'impression que t'es une autre personne, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que t'as cette énergie-là qu'il te faut exactement pile pour ton laps de temps pendant ta séance, et après, voilà, tu prends quelque chose juste après ta séance, tu remplis tes réserves d'énergie et t'es reparti, quoi. C'est clair. Et bon, pour la banane, petite astuce, prenez une banane qui est mûre, parce qu'il n'y a pas d'amidon, il y a moins d'amidon résistant. Et donc, t'as meilleure digestion. Les sucres. Voilà, maintenant, je pense à un truc. Vas-y, balance. Non, j'ai oublié. C'est pas grave. On y reviendra après. On y reviendra, ouais, ça va me revenir. Ok. Quel aliment diététique tu trouves overrated ? Ça, c'est pas évident. Parce que déjà, un aliment qui est diététique, est-ce qu'on peut appeler ça. Quel aliment peut-on appeler diététique pour commencer, à part dire un produit qui n'est pas trop transformé ? Le plus surcoté. J'ai pas une liste Enfin, j'ai pas un en particulier. Mais le truc le plus surcoté. Enfin, si, j'ai des trucs un peu miracles, mais je sais pas si on peut appeler ça genre tout ce qui est truc à jeun. Genre citron, vinaigre de cidre. Tu me rappelles du coup ce que je voulais dire. Tu vois, ce genre de truc. Oui, ça c'est même plus, c'est pas surcoté, c'est juste du bullshit. C'est total. Franchement, parce que là, je l'ai déjà fait pour tester quelques fois. En fait, ça te fout en l'air l'estomac plus qu'autre chose. T'es là, tu prends du citron. Je comprends, ça marche dans les années 2000 dans les magazines féminins d'ailleurs, malheureusement, où tu prends ton citron avec de l'eau et puis tu vas te détoxifier et tu vas perdre du gras. Ou c'est le. Alors, je sais pas si tu avais vu, ça me fait rire. Dans les magazines Vogue des années 90, je crois, il y avait la diète pour les modèles avec donc un café, un espresso martini, une clope. Mais t'avais des trucs de fou. Mais là, t'as un déficit calorique, c'est sûr, si tu veux. Mais si tu dis ça à quelqu'un maintenant, il va dire, mais t'es un malade ou quoi, je vais faire ça dès le matin, t'as l'alcool, ça. Ben non, c'est pas possible. Mais ouais, ça fonctionne parce que tu bouffes que dalle, quoi. Puis entre nous, la nicotine, ça permet de diminuer l'appétit. Mais voilà, je ne conseille ça à personne. On dit pas aux gens de fumer, on l'a pas dit. Mais il y a des bodybuilders qui mettent des patchs de nicotine, je sais pas si t'as déjà vu ça. Alors qu'ils fument pas. C'est ouf. Non, mais c'est des extrêmes. Ouais, c'est des extrêmes, mais ouais, j'ai testé ce truc de vinaigre de cidre une fois, de citron, juste pour voir ce que ça donnait. Parce qu'à nouveau, tant que t'as pas fait l'expérience, c'est mort, quoi.